Fables et légendes du Japon de Claudius Ferrand. Le vase de Konpeito. Le maire du village de Karasaki célébrait les noces de sa fille. Fonctionnaires, propriétaires et rentiers de l'endroit étaient invités au festin. Assis en rond sur les nattes, ils se passaient l'un à l'autre sans interruption la traditionnelle tasse de saké. La conversation allait bon train. Traits d'esprit et jeux de mots sortaient tout pétillants de ces bonnes têtes de paysans excités par la précieuse liqueur. Il y avait, parmi les convives, un brave et honnête vieillard qui s'appelait Goroyemon. Il était d'une tempérance telle que la seule odeur du saké lui donnait mal au cœur. Il ne buvait donc pas. Or, on s'ennuie beaucoup quand on ne boit pas à un repas de noces. Le vieillard s'ennuyait donc. Le maître de la maison s'en aperçut. Il appela aussitôt une de ses servantes et lui ordonna d'apporter le vase de Konpeito. Je dois expliquer deux choses au lecteur, sans l'explication desquelles il aurait une certaine peine à comprendre ce récit. La première, c'est qu'on appelle au Japon du nom gracieux de Konpeito de petits bonbons en sucre, blancs ou roses comme nos dragées de France. La seconde, c'est que le vase de Konpeito, que le maître de la maison se fit apporter par sa servante, était une petite jarre dont le col assez étroit pouvait donner passage à une main d'homme. Cela dit, je continue. La servante apporte donc le vase de Konpeito. Le maître de la maison le présente poliment au vieillard. « Puisque vous ne buvez pas, lui dit-il, mangez donc sans façon quelque Konpeito, cela vous distraira. » Le vieillard repousse cette offre, car pour être poli et faire bien les choses, il faut d'abord refuser le superflu que présente un maître de maison, même quand on éprouve une terrible envie de l'accepter. Enfin, cédant aux instances de ses voisins, il prend la jarre, la pose sur ses genoux, y plonge la main et saisit quelques Konpeito. Or, voilà que la main, qui est entrée si facilement, ne peut plus ressortir. Elle demeure là, prisonnière dans la jarre, et tous les efforts du bras au bout duquel elle est fixée sont impuissants à l'en retirer. « Oh là, qu'avez-vous donc » demande un des voisins, frappé de l'étrange expression qu'a prise tout à coup le visage de Goroyemon. « Oh, ce n'est rien, » répond ce dernier, cherchant à conserver son calme, mais ennuyé de voir que sa mésaventure a des témoins. « J'ai seulement un peu de difficulté à retirer ma main de ce vase. »« C'est curieux, » reprend l'autre. « Attendez donc, je vais vous aider. » Là-dessus, le voisin complaisant prend la jarre des deux mains, en appuie fortement le fond contre sa poitrine et la serrant solidement. « 1, 2, 3, tirez !» dit-il. Le pauvre Goroyemon tire bien tant qu'il peut, vains efforts. La main récalcitrante refuse toujours de sortir. Les convives, tout d'abord intrigués et amusés de l'étrangeté et du comique de la scène, ne peuvent retenir un immense éclat de rire. Le vieillard, lui, ne riait point. La honte et la douleur se lisaient sur son visage. « Ma main gonfle !» dit-il tout à coup, d'une voix tremblante. Les convives commencent à s'inquiéter. L'un parle d'envoyer à l'instant chercher un médecin. Un autre propose un rebouteur. Le maître d'école du village, qui depuis un moment contemplait sans rien dire le tableau, se lève tout à coup, et d'un geste solennel, imposant silence à l'assemblée, lui adresse, d'une voix magistrale, le petit discours suivant. « Pourquoi vous troubler ainsi, messieurs ? La chose n'en vaut vraiment pas la peine. Vous n'êtes pas sans avoir plus ou moins entendu raconter l'histoire du fameux Shiba Honko. En deux mots, la voici. Shiba Honko, encore enfant, s'amusait un jour sur le bord de la mer avec plusieurs de ses jeunes camarades. Il y avait sur le rivage une urne en terre de dimensions énormes. Que faisait là cette urne ? L'histoire ne le dit pas. Toujours est-il, messieurs, que le plus jeune des enfants, s'étant imprudemment assis sur le rebord du vase, se laissa choir dedans. Il y tomba, en poussant un cri de terreur. Ses camarades effrayés s'enfuirent de toute la vitesse de leurs jambes. Shiba Honko ne bougea pas. Maître de lui-même et gardant tout son calme, il reste auprès de la victime. Il réfléchit longtemps au moyen de sauver son petit camarade. Bientôt, un trait de lumière traverse son esprit. S'éloignant de quelques pas, il ramasse une grosse pierre, la lance de toutes ses forces contre l'urne. Celle-ci fut brisée, et le prisonnier en sortit, sain et sauf. Cette histoire, messieurs,
présente, à mon avis, de frappantes analogies avec la situation gênante du bon monsieur Goroyemon. Il ne s'agit pas d'un enfant prisonnier dans une urne, il est vrai, mais qu'importe. La main est aussi nécessaire au corps de l'homme que l'enfant est nécessaire à la famille. Allons, je prends sur moi le rôle de Shiba Onko. Mais ce n'est pas avec une pierre du rivage que je briserai le vase de Kombeito. C'est avec ceci, messieurs. Et il montra sa pipe. Sa petite pipe à tuyaux de bambou et à fourneau de fer. Tout le monde avait en silence écouté l'éloquent pédagogue. Le vieillard, dont la main était toujours prisonnière, et le voisin complaisant qui tenait la jarre, étaient restés immobiles, dans la même position. Le digne magister a fini de parler. Il s'avance, solennel, tenant sa pipe de la main droite, comme un ancien samouraï tenait levé son épée quand il allait couper le cou à quelque manant impoli. Il relève le bord de sa manche, qui pourrait le gêner dans cette opération délicate. Puis, jetant un regard circulaire sur les convives, « Messieurs, dit-il, d'une voix sacramentelle, cette jarre est un ustensile de valeur, mais elle est moins précieuse que la main de ce vieillard. » Il dit, et d'un coup sec, il fait voler en éclats le vase de Kompeito. Les Kompeitos, effrayés, se répandent sur la natte, semblables à des flocons de neige. Un grand éclat de rire part au même instant de tous les coins de la salle. La main du vieux Goroyemon apparaît aux yeux de tous, et l'on comprend alors pourquoi tout à l'heure elle refusait de sortir. Elle tient encore fortement serrée une dizaine de Kompeito, qui en avaient augmenté le volume et qu'elle n'avait pas songé à lâcher. Les rats au temple. Sur le penchant d'une colline, dressant dans l'air ses formes bizarres et ses sculptures étranges, s'élève le temple de Kwannon, la déesse de la pitié. Les pèlerins s'y succèdent en foule. C'est un défilé de toutes les infortunes, qui passent incessamment devant la statue de la déesse aux 11 têtes et aux 1000 bras. Elle a fort à faire, à écouter ces multitudes de plaintes, à exaucer ces innombrables demandes. Aussi, la bonne déesse en prend-elle très à son aise. Les misères des mortels ne troublent guère son auguste repos, et ses oreilles de pierre restent parfaitement indifférentes aux appels désespérés de la douleur. Les bonzes qui desservent le temple sont plus sensibles qu'elles au pieux concours des foules. Ce n'est pas sans plaisir qu'ils entendent résonner sur les dalles le bruit continuel des petits sous de cuivre. Un pèlerin qui aurait, un certain soir, passé la nuit dans le temple, eût assisté à une scène étrange et mystérieuse. Il eût vu surgir de tous côtés une multitude de petits êtres à quatre pattes, à la queue longue et écailleuse, aux poils noirâtres ou cendrés. Il les eût vus se masser devant la statue de Kwannon, joindre leurs deux pattes de devant dans l'attitude de la prière et se prosterner en poussant des cris plaintifs à fendre l'âme. C'était une famille de rats. Le plus âgé d'entre eux, le chef de la famille, s'avança lentement sur le front de la troupe. Puis, après avoir fait les 3 prostrations d'usage, il formula à haute voix la prière suivante. « Ô bonne et compatissante déesse, vous que les hommes appellent la déesse de la pitié, ayez pitié de notre infortune et écoutez nos malheurs. Vous n'ignorez pas sans doute que depuis un temps immémorial, notre famille habite le vaste grenier d'un gros marchand de riz. Nous avons toujours vécu là, heureux et tranquilles, engraissant tous les jours et nous multipliant à foison. Car jusqu'ici, aucun chat n'est venu troubler notre existence. Or, il y a quelques jours, poussé par je ne sais quel caprice, notre propriétaire s'est procuré un chat de taille respectable et d'une habileté extraordinaire. Cet éternel ennemi de notre race s'est mis à nous livrer une chasse sans trêve et sans merci. Un soir, c'est une de nos jeunes filles, que nous aimions tendrement, qui disparaît pour ne plus revenir. Le lendemain, c'est une de nos femmes, puis vient le tour d'un père ou d'une mère, d'un oncle ou d'une tante, d'un cousin ou d'une cousine. Chaque nuit est pour l'un ou l'autre d'entre nous fatale et mortelle. Si les choses continuent de la sorte, nous sommes destinés à disparaître l'un après l'autre et à nous éteindre pour toujours. Ne sachant plus comment faire, nous recourons à vous,
ô bonne et charitable déesse, de notre ennemi mortel, de ce chat sanguinaire, déesse, délivrez-nous. » Telle fut la prière du chef. À peine eut-il fini que tous les rats se prosternent, se mirent à pousser des cris déchirants et à verser des larmes abondantes. Derrière la statue insensible, une grenouille était cachée. Elle avait entendu la longue et plaintive prière. Sans se montrer, elle éleva la voix et répondit. « Mes chers amis, c'est de tout cœur, croyez-le bien, que je compatis à vos chagrins et à vos malheurs. Le chat dont vous me parlez est en effet pour vous un adversaire terrible. Mais croyez-vous par hasard que le chat soit votre unique ennemi? Ne vous en connaissez-vous point d'autre? » « Non, répondirent les rats, croyant que cette voix qui leur parlait était la voix de la déesse. « Eh bien, continua la grenouille, toujours sans se montrer, c'est malheureux pour vous. Non, mes amis, le chat n'est pas votre unique et plus mortel ennemi. Vous en avez un autre, et c'est celui-là, la cause unique de tout le mal qui vous arrive. »« Qu'est-il donc, bonne déesse ?» répondit le chef de la famille. « Jusqu'ici, nous ne nous connaissions vraiment pas d'autre ennemi que le chat. Cet ennemi dont je vous parle, plus subtil, plus terrible, n'est pas loin de vous. Vous le portez avec vous-même, il vous accompagne partout où vous allez, et voilà votre malheur. » Ici, les rats se regardèrent. Il y eut dans la troupe des chuchotements à voix basse. Ils ne comprirent pas ce que la déesse voulait dire. Ils attendirent donc qu'elle leur dévoilât le mystère. La grenouille, toujours cachée, continua. « Eh bien, cet ennemi mortel, ce sont ces dents pointues comme une vrille que vous portez dans votre bouche. Ces dents vous démangent sans cesse, elles ne s'arrêtent pas de travailler. La nuit, quand l'homme dort couché dans ses oreillers, il vous entend ronger ou grignoter les poutres de son toit ou les planches de son plafond. Ce bruit l'agace et l'empêche de dormir. Le lendemain, quand il se lève, quelle n'est pas sa colère de voir un des objets auxquels il attachait du prix rongé par ses dents qui ne savent rien épargner. Tantôt, c'est un kakémono qu'il destinait comme cadeau à un ami. Tantôt, c'est un des livres dont son fils se servait à l'école, ou une ceinture de soie que sa fille, par mégarde, avait laissé traîner dans un coin de la chambre. Un jour, c'est la porte du buffet sur laquelle vos dents ont laissé des traces désastreuses, ou la cloison de papier déchirée en plusieurs endroits. Un autre jour, c'est le beau coussin que l'homme ne présente qu'aux visiteurs de marque. Tout cela, sans parler des dégâts que vos dents font à la cuisine. Voilà pourquoi l'homme se fâche, voilà pourquoi votre propriétaire, ayant résolu votre perte, s'est procuré un chat. Croyez-moi, mes amis, faites-vous arracher ces dents, qui sont cause de tous vos malheurs. Alors, vous pourrez vivre tranquille et vous multiplier à loisir. Quand la grenouille eut fini de parler, les rats se consultèrent. Fallait-il obéir au conseil de la déesse et se faire arracher les dents? La discussion fut longue. Le pour et le contre furent pesés. « Que ferons-nous donc sans nos dents ?» Tel fut le cri qui partit de toutes les bouches. Finalement, le vote eut lieu. Il n'y eut pour la suppression des dents que la voix de quelques vieilles grand-mères dont les dents étaient déjà tombées. La majorité se prononça en faveur de leur conservation. Comme compensation à la chose, il fut résolu qu'on déménagerait le soir même et qu'on irait ailleurs, chercher une demeure plus sûre. Ce soir-là, en effet, les rats déménagèrent, emportant leurs effets et leurs provisions. On ne les revit plus au temple, et le marchand de riz se félicita chaudement de s'être procuré un chat. Les fraises de décembre. Il y avait une fois une veuve qui s'appelait Faucon. Elle habitait, avec ses 2 filles, l'un des quartiers les plus pauvres de la petite ville de Naga. La plus âgée des 2 enfants, qui répondait au nom de Chrysanthème, n'était en réalité que sa belle-fille, née de la première femme qu'avait eue son défunt mari. La veuve ne l'aimait point. Elle se montrait pour elle une cruelle marâtre. Toutes ses préférences étaient pour Rose, sa propre fille.
Faucon avait le tort, très grave chez une mère, à cause des conséquences qu'il entraîne, de gâter une de ses enfants et de maltraiter l'autre. Autant elle témoignait à Rose une indulgence excessive, cédait au plus petit et au plus ridicule de ses caprices, passait par-dessus tous ses défauts, autant elle était sévère et brutale envers Chrysanthème, lui refusant jusqu'aux choses nécessaires et la maltraitant pour un rien. À Rose, toutes les caresses, toutes les friandises, toutes les attentions délicates. À Chrysanthème, au contraire, toutes les vexations, toutes les privations, toutes les réprimandes et très souvent les coups. La première possédait de beaux habits de soie, qu'elle changeait et ornait au gré de ses caprices. La seconde était vêtue pauvrement. Ses habits étaient d'étoffe grossière et elle ne pouvait y ajouter aucun ornement. C'est elle qui faisait tout l'ouvrage de la maison, se levant de bonne heure, travaillant toute la journée et se couchant très tard, tandis que sa sœur faisait la grasse matinée, s'amusait tout le jour et se couchait dès qu'elle avait sommeil. Rose, étant une enfant gâtée, avait un mauvais caractère. Elle était orgueilleuse et méchante. Chrysanthème, au contraire, était bonne comme un ange et douce comme un agneau. Elle cherchait à ne point porter envie à sa sœur, acceptait sans se plaindre toutes les réprimandes, injustes pour la plupart, qui ne cessaient de pleuvoir sur elle, ne se fâchant jamais et faisant sans murmurer tout le travail qu'on lui ordonnait de faire. On était au milieu du mois de décembre. La neige tombait à flocons, la campagne était toute blanche et il faisait bien froid. Tandis que Rose se chauffait, assise sur la natte, les deux mains appuyées sur les bords du brasero, Chrysanthème était à la cuisine, nettoyant la vaisselle avec ses petites mains gelées. Cédant à une brusque fantaisie, Rose appelle sa mère. « Maman » lui dit-elle, « je voudrais bien manger des fraises. »« Des fraises, ma chérie » lui répond amoureusement sa mère. « Mais tu sais bien qu'il n'y en a plus. La saison en est passée. Veux-tu que je t'achète des oranges ?»« Non, maman, je ne veux pas d'oranges. Ce sont des fraises que je veux. » Et elle se met à pleurer. Une mère raisonnable lui aurait dit alors « Que signifient tous ces caprices? Tu vas te taire à l'instant, ou sinon je te donne le fouet. » Mais Faucon n'était pas une mère raisonnable. Habituée à céder à toutes les fantaisies de son enfant, elle lui répond, en caressant ses cheveux. « Allons, ma mignonne, ne pleure pas. Je vais voir s'il y a moyen de te procurer des fraises. » Elle appelle Chrysanthème qui travaillait à la cuisine. Celle-ci accourt aussitôt. « Mais écoute, petite paresseuse, dit la marâtre d'un ton rogue. Ta sœur Rose désire manger des fraises. Va-t'en dans la campagne. Il en reste peut-être encore. Tâche d'en trouver et d'en rapporter quelques-unes. Mais ma mère, se hasarde timidement à dire la fillette, il ne doit plus en avoir. Et puis, il fait bien froid, et la neige. Elle n'avait pas fini de parler qu'une main s'appliquait avec force sur chacune de ses joues. Tiens, voilà pour t'apprendre à ne point murmurer et à obéir quand on te commande. M'as-tu comprise, méchant enfant? Tu vas aller à la campagne, et de toute façon, il faut que tu t'arranges pour apporter des fraises. Ta sœur Rose en désire. Allons, dépêche-toi. Chrysanthème, dans son cœur, pensa que sa mère était bien cruelle de l'obliger à aller, en plein mois de décembre et avec une pareille neige, chercher des fraises dans la campagne. Mais elle ne savait pas se plaindre ni désobéir. Elle prit donc un panier et, toute triste, sortit de la ville. Elle marcha longtemps. La neige tombait toujours et il faisait bien froid. Ses petits pieds sans chaussures eurent beaucoup à souffrir. Elle avait beau marcher, il n'y avait pas de fraises. Aussi loin que sa vue s'étendait, elle n'apercevait dans la campagne que le blanc manteau de neige qui couvrait le sol et les arbres qui en sortaient, pleurant des larmes blanches. Chrysanthème, fatiguée, songea à retourner à la maison. Mais elle entrevit alors la réception qui l'attendait, si elle rentrait les mains vides. Elle savait qu'elle serait battue. Alors, toute triste et toute rêveuse, elle s'assit sur le bord d'une pierre, après avoir de sa manche secoué la neige qui la recouvrait. Et ne sachant plus que faire, elle se mit à pleurer. Chrysanthème pleurait, la tête dans les mains. Soudain, elle se sent frapper légèrement sur l'épaule. Elle lève la tête et aperçoit une femme très vieille.
dont le corps courbé en deux s'appuyait sur un bâton. « Pourquoi pleures-tu, mon enfant ?» lui dit celle-ci, avec une grande bonté dans la voix. Chrysanthème lui raconte le motif de son chagrin et de ses larmes. « Eh bien, ne pleure plus, reprend la vieille femme. Viens, je vais te mener à un endroit où tu trouveras en grande quantité de bonnes fraises bien mûres. » Chrysanthème, toute joyeuse, se lève, essuie ses larmes, et se laissant prendre la main, s'en va où la conduit la bonne et compatissante vieille. Elles arrivent ainsi à la lisière du bois. Alors elles s'arrêtent. La vieille femme frappe 2 fois ses mains l'une contre l'autre. À cet appel, un homme qui paraît avoir 30 ans environ sort du bois et s'approche. La vieille se tournant vers Chrysanthème. « Ma fille, lui dit-elle, il faut que tout d'abord je te dise qui nous sommes. Je m'appelle Fuyu no Mikoto. Je suis la déesse de l'hiver. Ce jeune homme est mon fils. Il est le dieu de l'été et s'appelle Natsu no Mikoto. » Puis, s'adressant à ce dernier. « Mon fils, voici une brave enfant qui cherche des fraises. Fais qu'elle en trouve et en emplisse son panier. » Le dieu de l'été s'incline alors profondément devant sa mère, en signe de la plus humble soumission. Puis, joignant les mains et levant les yeux au ciel, il prononce quelques paroles mystérieuses. Au même instant, ô prodige, la nature se transforme, la neige disparaît, la campagne se couvre d'herbes verdoyantes, les arbres se chargent de fruits, une douce chaleur succède au froid de tout à l'heure. La terre a pris l'apparence qu'elle a au mois de juin. On voit en quantité de belles fraises bien mûres répandues parmi les fleurs. Chrysanthème cueille les fraises et ne met pas longtemps à remplir son panier, tellement elles sont abondantes. Quand le panier est bien plein, la fillette veut remercier ses illustres bienfaiteurs, mais elle ne les voit plus. Et voilà que les herbes, les fleurs et les fruits ont disparu à leur tour. La neige couvre de nouveau le sol et les branches des arbres. La nature a repris son apparence de tout à l'heure. Chrysanthème se demande d'abord si elle n'a pas fait un rêve. Puis, voyant son panier rempli jusqu'au bord de belles fraises rouges, elle comprend que le ciel est venu à son aide, a eu pitié de son chagrin et de ses larmes, et débordante de joie, elle rentre à la maison. Faucon et Rose furent vivement surprises de voir les belles fraises que Chrysanthème apporta. Mais il n'y eut pour la pauvre fillette ni remerciement, ni récompense. Elle reçut l'ordre de retourner à la cuisine continuer son travail interrompu. Pendant ce temps, la mère et la fille mangèrent toutes les fraises que Rose trouva excellentes. Quand elles eurent tout mangé, Rose dit à sa mère « Maman, il doit y en avoir encore à la lisière du bois. Je veux y aller, pour en cueillir moi-même. »« Il fait bien froid, ma chérie, tu pourrais t'enrhumer. Il vaut mieux ne pas sortir aujourd'hui. Après dîner, j'enverrai ta sœur en ramasser, encore. »« Non, maman, je veux y aller, moi-même. » répéta l'entêtée jeune fille. La mère devait céder. Elle céda. Faucon et Rose mettent leurs plus chauds habits, prennent chacune un panier et sortent, sans même prévenir Chrysanthème de leur départ. Elles se dirigent vers la lisière du bois. Elles marchent longtemps. Mais il n'y avait plus de fraises. Elles voulurent rentrer et ne retrouvèrent plus leur chemin. Chrysanthème attendit jusqu'au soir leur retour. Puis, comme elles ne revenaient pas, « Elles seront peut-être allées à la lisière du bois, » se dit-elle. Et toute tremblante, elle sortit et alla à leur rencontre. Quelle ne fut pas sa surprise et sa douleur de les trouver toutes les deux étendues côte à côte dans la neige. Faucon et Rose avaient perdu leur chemin et étaient mortes de froid. Les enfants sages sont toujours récompensés. Les mères méchantes et les enfants gâtés sont toujours punis. Bonjour et bienvenue dans cet avant-dernier vlog lecture sur les fables et légendes du Japon, écrit par Claudius Ferrand. J'ai bien aimé ces trois-là, ma foi. Alors, pour vous dire où est-ce qu'on en est, c'est l'avant-dernier. Hein. Donc, le prochain coup, on va lire Le moineau sans langue, Les deux loupes et Une ruse de Giraud. Donc, il nous reste
À peine 20 pages en fait, de la page 117 à la page 139, à peu près 20 pages quoi. Donc il reste pas beaucoup. Et là on a lu, ouais on a lu un petit peu plus de 20 pages aussi. Alors l'histoire du petit vieux là qui met sa main dans une jarre pour aller récupérer des gâteaux et puis sa main reste fermée et du coup il peut pas l'enlever. Ça m'a fait penser, je pense que vous connaissez aussi, je pense que c'était une fable. Peut-être de La Fontaine, je suis pas sûre. Mais moi, ça me dit quelque chose où ça devait être une fouine ou quelque chose comme ça qui rentre par un petit trou dans un grenier, qui se gave et qui peut pas sortir parce qu'elle est trop grosse. Elle peut plus ressortir par l'endroit où elle est rentrée parce qu'elle a trop mangé et du coup elle est trop grosse. Ce qui fait qu'il faut qu'elle maigrisse pour pouvoir sortir, mais du coup si elle maigrit, elle peut sortir mais elle a faim. Donc c'est un espèce de truc un peu sans fin comme ça où qui doit dire plus ou moins que c'est pas bien de voler. Mais ouais, le vase de Compayito, c'était assez rigolo. En plus, ça apportait des éléments de compréhension de la politesse au Japon, parce que je pense que c'est vrai ça. Le fait que si l'autre te propose un truc bien spécial pour toi, tu vas dire non, parce que c'est poli de dire non, et ensuite t'acceptes. Et là, du coup, le gars qui veut pas lâcher ses gâteaux, c'était rigolo. Et en plus, on avait une espèce de personnification des Compayito qui se sont tous échappés du vase une fois que la main en est sortie. Non, le vase a été brisé, je crois. Et il y avait toute l'histoire aussi du petit qui est tombé dans le vase et compagnie, et il y a son copain qui a cassé le vase. Donc c'était assez rigolo. On avait aussi les rats au temple. Donc là, je trouve qu'on est un petit peu sur le même type de morale. Parce que les rats, ils bouffent tout. Et en fait, la grenouille, ce qu'elle dit en personnifiant, j'ai j'ai le terme en anglais qui m'empêche de dire le bon mot en français. Impersonating. Je crois que c'est personnifiant, j'ai un doute. Enfin, en prenant la place en gros de la déesse, elle leur fait dire que le problème, ça vient pas du fait qu'il y a des chats, le problème, ça vient du fait qu'ils bouffent tout et que donc le propriétaire de la maison a été contraint de trouver un chat qui les mange. Et le chat les mange parce que eux, ils mangent tout. Ce qui veut dire que si ils enlèvent leurs dents, bah, il faudrait bien qu'ils mangent quelque chose quand même, mais a priori pas du grain. Pas du grain, pas du bois, pas le papier, pas les murs et compagnie. Euh, mais ça va leur sauver la vie. Mais bon, ils vont manger de la soupe, quoi. Et je trouvais ça assez intéressant aussi. On est un peu sur le même type de... on est un peu, je trouve, sur le même type de morale. Avec un... Mais je le trouvais assez mignon avec la... On a souvent aussi on a souvent des contes où il y a des animaux, c'est un truc que j'aime assez. Parce que je trouve que c'est assez. C'est pas quelque chose. Je crois que c'est quelque chose qu'on n'a plus trop l'habitude de voir. Et du coup, je trouve que c'est assez sympa. Après, je sais pas si les Japonais vont avoir un peu le même type de traits de caractère accordés, enfin plaqués sur des animaux. On a eu un loup qui était fourbe et qui était un peu bébête et qui se faisait Euh, Là, on est sur des rats qui ne veulent pas. En fait, les rats, ils refusent d'enlever leurs dents, mais ils déménagent. Et au final, ça va être la même chose ailleurs. C'est un déplacement de problème. Bon, ce qui est pas. Mais bon, je trouve que c'est assez rigolo. Et le dernier conte, c'est les fraises de décembre. Alors, je trouve que ça m'a. Je sais pas si c'était inspiré de ça, mais ça m'a fait penser à deux choses. À la fois Cendrillon, évidemment, avec Cendrillon avec la marâtre et puis la belle-sœur qui est absolument insupportable. Et la pauvre la pauvre Cendrillon qui doit se taper tout le ménage. Et je trouvais qu'il y avait aussi une petite notion de la petite fille aux allumettes, mais en version pas tragique. Enfin, pas tragique pour Chrysanthème. Pareil, là, au niveau du langage des fleurs et compagnie, je pense qu'on n'est pas sur la même chose au Japon qu'en France. Puis de toute façon, je les connais pas. Mais
Les noms d'ailleurs, je les trouve assez étranges parce qu'on a la belle-mère qui s'appelle Faucon, donc un animal. La sœur affreuse s'appelle Rose et la gentille sœur Cendrillon s'appelle Chrysanthème. Mais bref, je trouvais qu'il y avait aussi un petit côté la petite fille aux allumettes parce que donc la pauvre petite gamine, j'ai l'impression que c'est une enfant, elle va toute seule dans les bois en pleine forêt alors qu'il neige et compagnie. Elle rencontre Normal, la déesse de l'hiver, qui est une vieille dame, qui dit à son fils, le dieu de l'été, de faire fleurir tout ça pour qu'elle ramène des fraises. Et ça veut sans doute dire, en fait, là, je pense que ça loue le fait que la déesse est venue en aide à Chrysanthème, qui était dans le mal, qui était en pleurs et compagnie. Et la déesse n'est pas du tout venue en aide à, à Faucon et à Rose, qui sont retournées chercher des fraises alors qu'elles ont déjà tout mangé. Et là, je trouve que on a un truc aussi qui va plus valoriser le comportement le comportement très 19e siècle, hein, faut se l'avouer, début du 20e, de la jeune fille qui doit être humble, écoutée, obéissante et compagnie. Donc, l'héroïne victorienne un peu. Et je trouve que c'est des personnages qui peuvent être super intéressants, mais quand ils évoluent. Parce que, pour vous donner un exemple rapide, sur la chaîne, j'avais lu Fanny de Jane Austen. Non, c'est pas Fanny, c'est Mansfield Park. Dans Mansfield Park, l'héroïne, c'est Fanny, qui est un peu la boniche de tout le monde, et qui n'a pas à avoir de désir. En gros, c'est la cousine pauvre. D'où est-ce qu'elle a des désirs? Et, et en fait, c'est un personnage qui n'évolue quasiment pas, sauf au moment où son oncle qui l'a plus ou moins récupéré, élevé depuis qu'elle a 10 ans, son oncle en fait essaye de lui imposer un mariage avec un bon parti, qui est effectivement quelqu'un qui a une plus grande fortune, donc ça serait un bon mariage pour elle sur un plan pécuniaire. Mais, mais en fait, ce gars-là, il a des mœurs et il a, il a des valeurs qui sont complètement en désaccord avec celles de Fanny. Fanny, qui est quelqu'un de très conventionnel. Et le seul moment de révolte, en fait, de cette petite bonne femme qui se fait marcher sur la tronche pendant tout le bouquin, c'est que elle refuse ce mariage. Et je trouvais ça chouette, moi j'étais là, ouais, vas-y, ouais. Et après, elle retourne bien dans son petit côté, oui, moi j'écoute ce qu'on me dit, et puis j'aime aider les gens qui ne me remercient pas. Donc elle m'avait un peu... Au début, je voulais la soutenir, au bout d'un moment, j'ai eu envie de la secouer. Je pense que on va dire, c'est le jet lag entre l'époque du bouquin et la mienne. Et le deuxième personnage que je trouvais assez intéressant, mais qui commençait un peu à... Non, je crois que c'est pas tant elle, c'est l'autre qui m'avait agacée. Dans Shirley de Charlotte Brontë, donc c'est un des romans les plus récents que j'ai lus sur la chaîne, on a deux personnages. On a Shirley qui est une jeune héritière qui a vraiment de l'argent. Elle n'a pas non plus des sommes astronomiques, mais elle est vraiment à l'aise et c'est une fille c'est une fille qui a une dot qui est très importante et qui peut du coup trouver un bon mari parce que c'est pas une fille pauvre. Et à côté de ça, on a Caroline. Je crois qu'elles sont vaguement apparentées. Vaguement. Je me souviens plus exactement parce que c'est un peu compliqué les familles dans les bouquins de cette époque-là. Et Caroline, c'est la cousine pauvre, encore une fois, qui a été récupérée par son oncle à la mort du père. Parce que c'est une gamine qui avait été élevée par sa mère, qui l'a abandonnée. Le père est mort et donc l'oncle l'a récupérée. Par devoir. Le mec, en fait, il aime pas les bonnes femmes, elle l'encombre, enfin, si elle pouvait ne pas respirer trop fort, ça l'arrangerait. Et, et Caroline, en fait, au contact de Shirley, la jeune héritière, donc Shirley, avec tout l'argent qu'elle a, elle peut se permettre d'ouvrir sa tronche et de dire au gars qui l'emmerde qu'il l'emmerde. Caroline, elle ne peut pas. Parce que Caroline a dit un truc comme ça, elle risque de se prendre une bouffe. Alors que Shirley, déjà, elle a le caractère qui va avec. Et elle a l'argent. C'est Madame Shirley, ou Mademoiselle Shirley, je sais plus exactement comment on l'appelle. Caroline, c'est juste Caroline.
Shirley, c'est pas la même chose. Ces deux femmes vont devenir amies et au contact de Shirley, Caroline va avoir un petit peu plus de répondants parce que, pareil, Caroline, on lui marche quand même bien sur la tronche. Shirley, pas du tout. Après, le gros bémol que je fais, c'est qu'on a un personnage qui est assez flamboyant là du côté de Shirley, qui est plus ou moins amoureuse depuis un moment d'un homme. Et en fait, cet homme a une ascendance sur elle qui fait que on est un peu en train d'annuler la personnalité un peu flamboyante de Shirley. Et je trouve que c'est super dommage. C'est con, hein. Mais en plus, c'est un livre qui est long, qui est vraiment long. N'hésitez pas à regarder si ça vous intéresse. On est quand même vraiment plutôt sur une double romance, donc qui finit bien, avec un petit fond de roman social et de grève de grève et même de plus ou moins d'attentats dans les usines textiles de l'époque parce que les propriétaires de ces usines commençaient à acquérir des métiers à tisser qui étaient plus ou moins automatisés, bon, peut-être pas complètement, mais c'était les débuts un peu de l'industrialisation. Et ce qui fait que pour un métier à tisser, ils pouvaient en fait virer plusieurs personnes qui étaient salariées. Donc c'était plus rentable d'avoir une machine que d'avoir plusieurs salariés. Donc les salariés, évidemment, ils n'étaient pas d'accord dans un contexte où on était dans le Yorkshire, dans une région qui est pauvre, etc. C'était une longue digression, dis donc. Mais tout ça pour dire que j'ai bien aimé ces histoires de fraises en décembre. Après, là, on a vraiment une morale qui est indiquée tout à la fin. Les enfants sages sont toujours récompensés, les mères méchantes et les enfants gâtés sont toujours punis. Ok, on est bien dans du conte, etc. J'aurais quand même tendance à me demander, et du coup, elle va devenir quoi, Chrysanthème? Parce qu'elle m'a quand même plutôt l'air d'être une petite fille. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit, les trois derniers contes seront le moineau sans langue, qui est plutôt court, les deux loups, et une ruse de Giraud. On est plutôt sur 3 contes plutôt courts, donc ça va être un petit peu plus léger. Et je sais plus ce que j'avais eu envie de lire après. On va peut-être tenter après. J'avais récupéré et choisi 5 nouvelles de Prosper Mérimée. C'était soit ça, soit éventuellement un autre recueil de nouvelles de Sherlock Holmes, que ça fait un moment. Donc à voir. De toute façon, si c'est des nouvelles, en général, c'est plutôt long, donc c'est plutôt une nouvelle par samedi. Mais de toute façon, il reste 3 contes, 3 fables et légendes du Japon la semaine prochaine. Peut-être que je ferai je sais pas si je fais une pause ou pas sur le samedi. Parce que j'ai l'impression que je suis un peu dans le jus des fois. Comme là, enfin bref, on verra. J'espère que ça vous plaît toujours. Demain pour la suite des Trappeurs de l'Arkansas de Gustave Aimard. Je crois qu'on se rapproche du tiers pour Gustave Aimard. Et mercredi prochain je vais vous faire une vidéo sur 3 livres auto-édités que j'ai reçus en service de presse, donc gratuitement par les auteurs. Je suis très en retard, pardon. C'est une romance contemporaine qui se passe au Japon, qui s'appelle Fujilove de Sarah Fay. Une fantaisie où les sorcières sont persécutées dans le royaume où elles vivent, qui s'appelle L'ombre des flammes de Laetitia Claver. Et une romance où il y a des gens qui mangent des gens, qui s'appelle Vorago de Lazare Rochemont. Donc ça sera mercredi prochain. Je vous souhaite un très bon samedi. N'hésitez pas à me dire si vous avez des suggestions de lecture ou ce que vous avez pensé des contes qu'on vient de lire ensemble. Et à tout bientôt. Lisez tout plein, rêvez tout grand. Salut!